Bonjour, je suis Irène Weiss, responsable des Jeunes Républicains du Bas-Rhin et également colistière sur la liste Alsace. On est ce soir avec Lucas Grandjean, qui est responsable des Jeunes Républicains de la Moselle, et Manon Delio, qui est responsable des Jeunes Républicains des Vosges et également colistière sur la liste Alsace. On voulait surtout remercier Mireille Auster de nous accueillir ce soir dans cette magnifique boutique. C'est très important pour nous d'être ici, puisque c'est une entreprise qui est un vrai modèle de réussite dans la région, puisqu'aujourd'hui, tu exportes partout à l'international. Je suis allée partout avec les institutions locales. Voilà. Donc avec l'Office de tourisme, avec la Chambre de commerce, avec tous ces gens-là qui m'ont emmené au Liban, qui m'ont emmené en Corée, en Chine, au Vietnam. Donc j'ai vraiment fait beaucoup grâce à ces institutions. Merci surtout à Jean Rotner d'être présent et d'avoir répondu oui à cette invitation pour nous permettre tous ensemble de parler, d'échanger avec les jeunes de notre territoire. Donc merci Irène. En première partie, nous allons donc parler de ton parcours de vie. Et en seconde partie, on va parler de ton parcours politique. Donc on va débuter avec un Fast and Rotner par Lucas. Alors dans la première partie, il y aura le Fast and Rotner. Donc une quinzaine de questions auxquelles il faudra répondre une réponse ou l'autre. Et donc on va commencer tout de suite. Est-ce que tu es prêt ? Eh bien, je suis prêt. Merci déjà merci de m'accueillir et merci chère Mireille aussi pour votre accueil chez vous dans cette magnifique boutique qui recèle de merveilleuses petits trésors partout. Donc c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci. Alors on y va. Le Fast and Rotner, 3, 2, 1. Vin ou champagne ? Ah, c'est traître ça, c'est dégueulasse. Allez, entre les deux, vin de Moselle. Instagram ou Twitter ? Je suis plus Insta, à cause des photos, et de la qualité des photos. Plutôt vélo ou course à pied ? Course à pied. Tarte flambée ou pâté lorrain ? Tarte flambée à l'apéro et pâté lorrain au dîner. C'est un bon combo. Handball ou football ? Foot. Été ou hiver ? L'été dans le sud. Schnapps ou Mirabelle ? Mirabelle. Bureau ou plutôt terrain ? Terrain. Pain d'épices ou madeleine ? Pas d'épices. Pour le lieu, c'est un peu mieux. Ouais. Musique classique ou rap ? Musique classique. Jeux vidéo ou jeux de société ? Jeux vidéo. Planifié ou exécuté ? Exécuté. Ville ou campagne ? Je vis à la ville, j'aime la campagne. Télé-réalité ou documentaire ? Oh, documentaire, on va pas jamais de télé-réalité, non. Angelina Jolie ou Angela Merkel ? Angela Merkel, parce qu'elle m'a franchement, c'est une des femmes politiques, je pense, qui m'a le plus, dans la rencontre réelle avec elle, le plus frappé. Ok. Projet solo ou projet en équipe ? Équipe. Terrasse ou discothèque ? Terrasse. Et cinéma ou théâtre ? Cinéma. Et la dernière question, vote ou abstention ? Vote. Bien sûr. Donc on va passer à une série de questions. Effectivement, donc pour débuter cette série de questions sur votre vie personnelle, on va d'abord débuter par votre parcours de On a vie. dit qu'on se tutoyait. Par ton parcours de vie. Donc par le parcours de vie et ensuite ton parcours de président de région et Ouais. enfin un bilan de ce mandat qui vient de s'écouler. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours de vie? Comment es-tu arrivé en politique? Je dirais pas par le plus grand des hasards, mais un petit peu. J'ai d'abord été très engagé quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant ici à Strasbourg, dans une université qui s'appelait l'Université Louis Pasteur, qui était une université de médecine en dépendait, avant la fusion des trois universités en une seule, l'UNISTRA. Et j'étais à ce moment-là déjà vice-président étudiant de l'université à l'époque. Le président s'appelait Gilbert Lostria. J'étais très engagé également au niveau de la Corpo et de l'Amicale de médecine. Et tout ça, ça fait petit à petit prendre des responsabilités. J'ai fait pas mal de choses à côté de mes études. C'est aussi un petit peu vrai. Je crois donner quelques cheveux gris à mes parents. Et à un moment donné, j'étais père de famille très tôt.
Et quand on est père de famille très tôt, là aussi, on prend petit à petit un peu plus de responsabilité. Donc il a fallu que j'assume aussi ce rôle de père, de mari. Et donc j'ai quand même décidé d'être un petit peu sérieux, et un peu plus sérieux en tout cas qu'avant. Et donc j'ai fini mes études de médecine, je suis devenu médecin, vous le savez. J'étais très jeune chef de service à Mulhouse. Et le hasard fait qu'à un moment donné, on m'a proposé, c'est vrai, je m'étais engagé en politique parce que ça me semblait normal, parce que j'avais été marqué aussi par des rencontres ici à Strasbourg, Marcel Roudloff, Adrien Zeller, qui étaient des gens que je rencontrais assez fréquemment. Je suis marqué par ce qu'on appelle le centrisme alsacien. Et ce centrisme alsacien m'a forcé à un moment donné à m'engager publiquement dans des campagnes électorales. Et le hasard a fait que, bien dans une rencontre, on m'a demandé d'être suppléant du député qui se présentait. J'ai accepté de le faire. Et l'histoire politique est telle que, bien à un moment donné, Nicolas Sarkozy fait l'ouverture avec Mulhouse. Jean-Marie Bocquet, le maire de Mulhouse, devient ministre et moi je deviens premier adjoint. Et c'est le début de ma vie politique et de mon lancement en politique. J'abandonne mon métier de médecin et je me consacre entièrement à la vie publique. On a une question d'Alicia qui demande quel est le bilan de la région pour la jeunesse. Il est vaste, il est multiple, parce que la jeunesse, ça peut être effectivement sur des sujets vraiment de jeunesse, peut être sur des sujets de formation, ça peut être sur des sujets de mobilité, ça peut être sur des sujets liés au lycée. Je vais commencer à prendre peut-être celui de la jeunesse. C'est quand même une belle réussite du Conseil régional des jeunes qui a donné de vraies perspectives. Moi, j'ai vu des jeunes se transformer durant leur mandat, prendre des responsabilités après. C'est ce que l'on appelle le mois de l'autre. Vous le savez aussi, aujourd'hui, au niveau de la région, c'est 100 000 jeunes qui, pendant un mois, réfléchissent, se forment autour de thématiques, l'antisémitisme, le respect et l'égalité homme-femme, enfin de vrais sujets de société. C'est des politiques jeunesse en matière de logement, là aussi où on a beaucoup œuvré. C'est en matière de formation par rapport à la période que l'on vient de connaître, des stages que l'on a ouverts avec derrière des indemnités de stage pour les jeunes, des financements des entreprises qui les prenaient. Donc la jeunesse occupe un élément, je dirais, assez majeur et très transversal de nos actions. C'est-à-dire aujourd'hui penser la mobilité, le train, sans avoir des politiques spécifiques, sans penser là aussi où vont étudier les jeunes, de quoi ils ont besoin, ce serait complètement inadapté. Donc chez nous, les jeunes tiennent une place majeure, comme par exemple d'autres sujets, celui du développement durable, qui est un sujet aussi très transversal, et ça nous oblige à réfléchir différemment. Je prends un sujet qui n'est pas forcément évident, celui de l'agriculture. Il y a un sujet pour les jeunes dans l'agriculture, c'est celui de la reprise de l'exploitation, du jeune agriculteur qui va s'installer. On a tout un système d'accompagnement, de formation que l'on construit d'ailleurs avec les jeunes agriculteurs, avec les organisations représentatives. Donc il n'y a pas un sujet jeune avec une séquence particulière ou une mesure particulière, mais c'est vraiment partout, ces éléments se retrouvent et en tout cas nous semblent juste essentiels et transversales. C'est une très belle transition puisqu'on a une question de Léo qui vous demande, Qui te demande. Excusez-moi, hein. Pensez-vous que l'écologie est la préoccupation la plus importante ? Je pense qu'en tout cas, puisqu'on parlait des jeunes, réduire simplement la pensée politique des jeunes ou l'inclusion des jeunes dans la vie publique à travers l'écologie serait une faute. C'est-à-dire que très souvent, quand on parle des jeunes, on se dit, ah ben oui, leur truc c'est l'écologie, leur truc c'est le développement durable. C'est pas leur seul truc. Je pense qu'il y a dans le lien avec la jeunesse, dans le lien entre les politiques et la jeunesse, à inclure aujourd'hui la décision, la réflexion d'une jeunesse sur les pans entiers de la société. Je pense que c'est important. Je prends un exemple, celui du plan de relance que nous avons mis en place. On a créé une session de 2 heures
avec le Conseil régional des jeunes, où la préfète qui était à mes côtés me disait est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Et au bout de 2 heures, elle ne voulait plus partir, tellement c'était passionnant. Eh bien, je crois que l'écologie, oui, c'est un sujet essentiel, oui, c'est un sujet transversal, oui, c'est un sujet qui n'appartient pas qu'aux jeunes, mais qui appartient aujourd'hui à tout le monde. Le chef d'entreprise, dans sa responsabilité sociale et environnementale, il est concerné par une écologie active. Le citoyen, les citoyens que nous sommes aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, le développement durable doit en faire partie. Enfin, le développement durable, c'est un des éléments essentiels et fondamentaux, là aussi, de nos réflexes, de nos nouveaux comportements de vie. Mais derrière cela, je pense que l'écologie au sens large, c'est créateur de nouvelles valeurs, de nouvelles formations, de nouvelles filières, de nouvelles formes d'économie. Et c'est pas simplement comment est-ce que on va planter un peu plus d'arbres. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et ça doit là aussi être complètement transversal. Le Conseil régional, nous avons créé un budget vert. Alors qu'est-ce que c'est un budget vert? C'est pas un budget simplement qui dit ce que l'on fait en matière d'écologie. Ça veut dire que chaque fois que l'on dépense ou que l'on met en place une politique, on se pose la question de savoir est-ce qu'on est durable ou pas. Chaque fois qu'on prend une mesure pour aider par exemple une entreprise, est-ce que cette mesure est durable, oui ou non? Est-ce qu'on accepte qu'elle ne soit pas durable, par exemple, pendant un certain temps, le temps d'aider l'entreprise à devenir durable? Ou est-ce qu'on prend la décision politique de dire, bien voilà, pour aider, je ne sais pas, ces artisans ou une mesure pour aider les artisans, eh bien, elle est forcément contrainte par une obligation de durabilité. Et petit à petit, on va essayer de verdir toutes ces politiques-là, de telle manière à ce que ça devienne juste quelque chose de naturel. Donc, l'écologie, c'est essentiel. Et je dirais par rapport à certains mouvements politiques aussi, qui militent pour le développement durable. Moi, dans développement durable, le mot qui me passionne le plus, c'est développement. Merci beaucoup. Alors, on a une question d'Anaël qui te demande quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui s'engagent en politique. D'abord, avoir un métier. D'abord, avoir un job, parce que la politique, ça peut du jour au lendemain, les électeurs peuvent faire des choix différents. Donc, il faut avoir de quoi se retourner. Et parce que avoir un métier, c'est avoir une expérience, c'est avoir les pieds dans la glaise, c'est connaître vraiment la vraie vie. Et donc, il faut avoir un métier, il faut avoir une forme d'expérience, ça c'est absolument, c'est majeur. Ensuite, il faut se laisser accompagner, porter, écouter, travailler, beaucoup travailler. Les politiques, il y a naturellement ceux qui ont fait des grandes écoles, qui sont des experts, et il y en a d'autres, j'en fais partie, qui ne sont pas forcément experts sur tout. Moi, je suis médecin, les trains, les lycées, l'agriculture. Cet après-midi, j'étais encore dans le monde équestre, je n'y connaissais rien. Il faut travailler, il faut écouter, il faut s'asseoir, il faut prendre le temps simplement de se passionner pour des gens qui ont eux-mêmes leur passion et qui, quand il y a la petite lumière au fond des yeux, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe. Moi, quand je vois sur ces étagères tout le beau travail de Mireille, et quand elle décrit ce qu'elle fait, elle le décrit avec passion. Et quand elle dit que bien, on l'a emmenée partout dans le monde, c'est parce que sa passion a séduit, parce que d'autres ont cru en elle. Et c'est ça, faire la politique. C'est finalement croire dans les autres et se poser à leur côté pour qu'ils puissent complètement se réaliser. Une fois qu'on a compris ça, je pense que on a compris beaucoup de choses. Donc voilà, quand on se lance en politique, il faut aimer les gens, il faut aimer les autres. On a une question d'Attila qui vient de Moselle. Là, je le connais. Qui demande en fait comment est-ce que tu as vécu la crise sanitaire, à la fois personnellement et professionnellement, durant toute cette dernière année en fait. Alors, personnellement, c'est un moment qui m'a, je crois, transformé, qui m'a vraiment transformé, humainement parlant, parce que j'ai vécu des moments compliqués, difficiles, personnels, autour de moi des gens qui sont partis. J'ai vu des collègues, des amis qui travaillaient, qui étaient, comme on dit, à la mine, et qui ont beaucoup souffert.
et qui en parle encore avec beaucoup de difficultés. Et à côté de cela, bien, j'ai fait mon job de politique, c'est-à-dire que je considère que j'ai un devoir d'alerte, j'ai un devoir de protection vis-à-vis de mes concitoyens, et quand il a fallu élever la voix, j'ai élevé la voix. J'ai un peu repris de temps en temps la blouse, mais ça a été vraiment de petits moments, et je ne voulais pas non plus faire de cela un affichage, mais ça m'a permis de comprendre ce qui était en train de se passer dès le départ. Et donc d'élever la voix à certains moments. Depuis, je n'ai pas que des amis, mais je pense qu'il faut avoir le courage à un moment donné, quand des situations ne vont pas, quand on est dans de vraies difficultés sanitaires, comme nous l'avons été, bien de le dire, mais pas que de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, l'épisode des masques, je l'ai dit très fortement, mais j'en ai trouvé aussi. En 48 heures, on a trouvé plus d'1,5 million qu'on a redistribué, que j'ai organisé la redistribution d'un certain nombre de masques autour de moi avec des partenaires pharmaciens, avec des hôpitaux, avec les conseils départementaux. Enfin, on s'est débrouillé. Il n'y avait pas de réponse. Et on avait des appels, des avocats commis d'office qui disaient moi j'ai pas envie d'y aller. Les médecins qui n'avaient pas de masque comme nous aujourd'hui, qui disaient on me fait monter au front, mais je suis pas armé. Et tout ça, il a fallu l'organiser. Il a fallu l'organiser en quelques jours, et on s'est débrouillé. Et c'est ça l'action politique. Donc ensuite, on va enchaîner avec ta vision concernant les jeunes de notre magnifique territoire, et surtout les points clés du programme qui concerne les jeunes. Donc on va débuter avec une question. Avant tout, je pense que c'est peut-être l'occasion de parler de 2-3 points du programme pour les jeunes, pour notre territoire. Alors, j'ai effleuré tout à l'heure déjà un petit peu, mais parce que c'est vraiment très transversal. Je reprends l'exemple des jeunes agriculteurs. Il y a des demandes très fortes, par exemple, sur la reprise des exploitations avec des demandes d'accompagnement de formation. Je pense que nous le ferons de manière très forte. Il y a aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, et la crise l'a relevé aussi, une forme de quart-monde d'étudiants qui est apparu. C'était peut-être pas très visible, mais là, ça l'est. Et donc, il faut qu'on accompagne aussi un certain nombre de jeunes. Là, on est à Strasbourg, mais sur certains territoires, c'est beaucoup plus difficile de se déplacer. On n'a pas de tram, on n'a pas de TER, on n'a pas de bus, et le seul moyen de se déplacer, ça reste la voiture, qu'on le veuille ou non. Et donc, le moyen de se déplacer, c'est le moyen d'aller faire des études. C'est le moyen d'aller dans une ville un petit peu plus loin. Et donc, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle une forme de passe emploi, mobilité, formation. C'est-à-dire, un jeune souhaite rentrer en formation, à hauteur de 10 000 jeunes par an. Nous prendrons jusqu'à 1 000 euros le paiement soit du permis de conduire, ou l'achat de la première voiture, ou un abonnement annuel plus un vélo en TER. Ça dépend, c'est le choix. C'est le choix en fonction du territoire, de là où on habite. Donc ça, c'est, je crois, déjà une sacrée aide. C'est 10 000 jeunes par an pendant toute la durée du mandat. On a un gros travail à faire aussi, par exemple, sur nos conditions d'accueil et de logement des jeunes. Pas forcément dans les grandes villes. C'est toujours très facile dans les grandes villes. Il y a le Crous, il y a des logements qui se font, mais parfois étudier dans une ville moyenne, pour moi c'est un combat, qu'il y ait des IUT, qu'il y ait des BTS, qu'il y ait des formations supérieures dans les villes moyennes. Il y a une difficulté pour se loger. Donc il faut qu'il y ait des internats peut-être dans nos lycées qui évoluent. Il faut qu'il y ait des foyers jeunes travailleurs qui soient plus agréables. Et donc ça, c'est un engagement extrêmement fort que nous prenons, par exemple, vis-à-vis de cette jeunesse qui veut et qui souhaite travailler près de chez soi. Autre engagement, mais qui concerne pas que les jeunes, mais aussi et principalement les jeunes, c'est dans le cadre de la crise sanitaire que l'on vient de vivre, c'est de former 2000 infirmières, 2000 aides-soignantes, 2000 auxiliaires de vie supplémentaires, et là aussi pas dans les grandes villes, à côté de chez soi. Dans des instituts de formation de soins infirmiers qui soient à proximité de son domicile. Je prends un exemple. L'autre jour, je visitais un institut de formation d'aide-soignante. Il y a une jeune femme,
30 ans avec un enfant qui était serveuse, qui fait une reconversion professionnelle sous forme d'apprentissage pour devenir aide-soignante. Et elle me dit, mais si j'avais dû faire 30 minutes ou 40 minutes de voiture, je ne l'aurais pas fait. Et donc là, parce que c'était dans sa ville, parce que c'était à côté de chez elle, elle est en capacité de se reconvertir, tout simplement parce que sa vie personnelle le nécessitait, qu'elle n'avait d'ailleurs pas de moyens de locomotion pour aller plus loin. Et donc il faut que notre territoire soit maillé de formations supérieures qui permettent cette reconversion et qui permettent de répondre aux besoins du territoire. Pourquoi ? Parce que quand on se forme près de chez soi, on a tendance à rester près de chez soi et pas forcément à partir plus loin. Merci. Alors, on a une question qui est assez intéressante de Steve en direct. Bonjour Monsieur Rotner, je souhaite lancer ma start-up. Quelle aide me proposez-vous? Alors, déjà, il faut connaître l'idée. Est-ce qu'il y a une possibilité d'entrer dans une forme d'accélérateur? Et là, derrière, il y a pour nous des aides à la création de start-up qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros. Pourquoi ? Parce que quand on crée une start-up, on n'a pas forcément la liquidité. Le banquier ne va pas nous faire forcément confiance. Et donc, c'est un peu difficile si on n'a pas un peu de côté. Donc, dans un accélérateur, qui est un cadre finalement qui va aider la personne, jeune ou moins jeune, à créer sa start-up, il va se trouver accompagné. Et pour nous, c'est une garantie d'un accompagnement fiable. Et donc là, on est en capacité de mettre effectivement jusqu'à 100 000 euros de subvention dès le départ pour que cette start-up puisse effectivement être lancée et rentrer dans tout ce problème, ce programme d'accélération. Voilà, c'est une aide très concrète et qui profite. En 2 ans, on a triplé le nombre de start-up sur la région. Ça montre que le mouvement prend bien. On a une question de Jacques qui demande comment est-ce qu'on peut mobiliser les jeunes pour aller voter les 20 et 27 juin aux élections régionales, mais aussi départementales. Mais parce qu'il y a des jeunes qui se présentent sur des listes. Voilà, c'est autour de moi. C'est déjà moteur aussi. La politique, elle est ouverte à tout le monde. Après, moi, je souhaite sortir vraiment de la politique nationale pour me concentrer sur de la politique locale, sur de la politique régionale. Parce qu'il ne faut pas se tromper de débat. On n'est pas sur les présidentielles, on n'est pas sur les législatives, on est aujourd'hui sur la vie quotidienne des gens. Et les élections régionales, c'est ça. On s'occupe encore une fois des lycées, on s'occupe de l'agriculture, on s'occupe du développement durable, on s'occupe de la qualité de l'eau, on s'occupe de la qualité de l'air, on s'occupe des circuits courts, on s'occupe des transports, des mobilités, on s'occupe de la vie quotidienne des gens. Ce n'est pas des choses qui sont décidées à Paris, c'est des choses qui sont décidées chez nous, en proximité, et pas que de Strasbourg, par des élus locaux qui connaissent leur territoire. Moi, sur ma liste, j'ai des maires, j'ai des présidents d'agglomération, j'ai des gens qui connaissent leur territoire, qui sont reconnus pour l'action qu'ils font. Quand on voit aujourd'hui Arnaud Robinet, maire de Reims, qui se présente à mes côtés, c'est important parce que Reims est une ville qui est en train de complètement se transformer. C'est plus le Reims d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, Arnaud Robinet, Catherine Vautrin, la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, ont transformé cette agglomération. En ont fait une ville dynamique, absolument exceptionnelle. Aujourd'hui, il y a d'autres territoires qui ne sont pas forcément des grandes métropoles, mais qui sont en train de se transformer parce qu'il y a un véritable dynamisme qui existe. La ruralité, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, on peut s'y épanouir pleinement. Quand on développe le très haut débit, comme on l'a fait partout, on s'occupe de la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire que pour vivre bien quelque part, il faut être relié au monde. C'est le très haut débit. Il faut être relié au territoire. C'est les mobilités. Il faut être en capacité de se former parce que dans sa vie, on va changer plusieurs fois de boulot. Donc il faut que la formation, elle soit agile. Et en même temps, quand on s'installe, on est un jeune couple avec des enfants, on s'inquiète déjà de savoir si les écoles vont être bien. Donc tout ça, ça doit être organisé. C'est de la responsabilité de la région, tout ça. Et le quatrième point, c'est la santé. La crise sanitaire a bien démontré que les Français aujourd'hui sont préoccupés par la santé. Et donc, il faut qu'on apporte aussi des solutions là-dessus. Alors, à travers le très haut débit, on peut faire de la télémédecine, mais ça ne remplace pas le médecin, ça ne remplace pas l'infirmière. D'où l'idée de former beaucoup plus d'infirmières et de paramédicaux
Médecin, ça va être un peu plus long, un peu plus compliqué, mais on a des capacités là aussi d'intelligence collective, de maisons médicales, de projets de territoire autour de la santé qui se mettent en place. Et donc tout ça, c'est du sujet local. Et il ne faut pas se tromper d'élection. Les élections locales, c'est pour les jeunes aussi les élections de la vie quotidienne et des élections qui les concernent de manière extrêmement forte. Mais il y a des sujets qui nous échappent, parce que c'est des sujets qui sont traités par le niveau national. Donc il y a vraiment un intérêt à aller voter les 20 et 27 juin. Mais c'est plus qu'aller voter, c'est-à-dire le vote, c'est une décision effectivement par rapport à une équipe, des personnes, un projet, mais derrière c'est aussi de s'intéresser aujourd'hui à ces collectivités qui parfois sont trop éloignées, mais qui en fait sont extrêmement proches dans le quotidien. Donc le vote, c'est une chose, mais ce qui est très bien, c'est que les jeunes aujourd'hui prennent petit à petit leur destin en main et dans la vie publique soient des acteurs qui, pas forcément, moi j'ai 54 ans, vous êtes plus jeune que moi, allez-y quoi. Allez-y, prenez votre destin en main et dans la politique, à un moment donné, quand il y a une porte qui s'ouvre, il faut rentrer. Donc ensuite, on a une question d'Alexandre qui te demande comment faire pour avoir des lycées plus éco-responsables. Ça dépend des lycéens, ça dépend des profs et ça dépend de nous. Ça dépend de nous, on va les transformer. On a déjà débuté un grand plan de près de 70 millions d'euros pour transformer nos lycées en lycées durables. Donc permettant là aussi des économies d'énergie. On vise 60% d'économies d'énergie sur tous nos lycées. On va mettre sur toutes les surfaces, donc ces lycées et nos autres bâtiments, 1,5 million de mètres carrés de panneaux solaires. C'est l'équivalent d'une demi-centrale nucléaire. Donc on va produire de l'électricité solaire sur tous nos bâtiments, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ça, c'est notre action, c'est notre responsabilité. Derrière, il y a comment est-ce qu'on vit à l'intérieur et comment est-ce que les lycéens, les équipes éducatives arrivent à avoir des démarches aussi éco-responsables. Comment est-ce que, en termes d'économie d'eau, en termes d'économie de lumière, et j'ai vu des expériences assez fantastiques. J'ai cette année fait une rentrée dans un lycée à Chaumont, où avec les lycéens, on a bossé pendant une matinée sur leurs idées dans leur lycée pour devenir éco-responsables. Et c'est assez fabuleux parce que les solutions, elles les ont. Ça ne vient pas de nous, ça vient d'eux. Et quand ça vient d'eux, plus les infrastructures qui se collent là aussi sur des solutions, on obtient des choses absolument formidables. Et réelles et efficaces. Et ça marche. Merci. Alors on a Lionel qui nous demande comment appréhender l'ouverture de tous les commerces et les restaurants. Vachement bien, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, mais c'est pas encore c'est pas encore totalement ouvert. Donc, et c'est pas encore facile pour tout le monde. Il y a des restaurateurs, des hôteliers pour qui cette réouverture va être compliquée, va être difficile. On les aide, on les accompagne. Il faut que le tourisme reprenne, donc il faut qu'on donne là aussi des signes de confiance. Il y a des campagnes de communication qui ont été réalisées. On a profité de cette période aussi pour éditer un guide, 52 week-ends dans le Grand Est. On a tout un tas de supports. Il va falloir repartir à l'export aussi. Mireille nous en parlait tout à l'heure, mais j'étais aujourd'hui avec des viticulteurs. Il y a tout le marché international dont qu'il faut aller reconquérir. C'est pas simple, mais ça c'est plutôt des marchés lointains. Et donc il faut redonner confiance aussi sur nos territoires, particulièrement en Alsace, qui est le territoire du Grand Est qui a le plus souffert en matière de tourisme. Donc là-dessus, il faut redonner confiance. Il y a d'autres territoires, dont le tien maintenant, qui a bénéficié de la crise de manière tout à fait positive. C'est-à-dire que les gens ont découvert aujourd'hui les Vosges. Et ils sont venus passer effectivement des moments agréables depuis un an. Et on a vu les chiffres exploser au niveau des Vosges. Donc c'est très bien. Et il faut accompagner tout ça. Il faut accompagner cette transformation, cette modernisation, la progression de l'offre et de la qualité de l'offre.
Merci. Alors, je crois qu'on a encore quelques questions. Ouais, alors là, on a une question, c'est sur les filières franco-allemandes. Comment est-ce qu'on peut les mettre en avant, enfin les développer, pas seulement dans les filières régionales, dans les filières générales, pardon. Euh, le franco-allemand, ça se bâtit, c'est aussi, c'est dans les deux sens. On voit très souvent, nous, le franco-allemand, depuis la France vers l'Allemagne. Moi, j'essaie de demander à nos amis allemands aussi de venir vers la France. C'est quelque chose d'absolument indispensable. Ça marche très bien sur le tourisme, ça marche très bien sur un certain nombre d'implantations industrielles. Sur la formation, c'est parfois un peu plus compliqué, parce que les niveaux ne sont pas forcément les mêmes, les adaptations ne sont pas forcément identiques. Il y a eu une réforme de l'apprentissage franco-allemand a été oublié par le gouvernement, on le regrette, on n'a pas encore les solutions définitives. Il y a des cursus communs, je pense, et des établissements communs qui peuvent être mis en place aussi. À Strasbourg, il y a le souhait de mettre en place un lycée professionnel. C'est plutôt des freins allemands qui existent aujourd'hui que des freins français. Il y a les fameux stages de troisième, il y a une association colmarienne qui organise ces stages de troisième en Allemagne. Je trouve que c'est une manière assez intelligente de découvrir le pays et la langue de nos voisins. Il y a aujourd'hui une proximité qui se fait, pas forcément d'ailleurs sur le secteur alsacien, mais plus sur le secteur mosellan, avec la Sarre, et une proximité très forte, avec beaucoup d'élèves qui vont suivre leur cursus en Allemagne. Donc tout ça, oui, ça existe, il faut l'intensifier. C'est vrai qu'on s'est pris là un peu quelques freins avec le Covid maintenant depuis quelques mois dans ces relations entre la France et l'Allemagne. Mais moi je ne suis pas du tout désespéré, je pense qu'elles vont reprendre très vite. On espère aussi. Ouais. On espère. Alors, on a une question. Donc, y a-t-il des lignes TER qui vont rouvrir? Si oui, lesquelles? Alors, est-ce qu'il y a des lignes TER qui risquent de fermer? Oui, c'est ça la première question. C'est-à-dire que beaucoup de lignes TER n'ont pas été entretenues depuis de trop nombreuses années et nécessitent aujourd'hui effectivement qu'on les reprenne en charge. C'est la responsabilité qu'on a prise. Par exemple, Strasbourg-Wissembourg, par exemple, Épinal-Saint-Dié. C'est des lignes qui existaient encore il y a quelques mois pour certaines, qui existent encore pour d'autres, et si nous ne les réhabilitons pas, elles vont fermer définitivement. Donc, on a réservé des crédits pour réhabiliter et pour prendre la responsabilité de ces lignes fines, pour en ouvrir d'autres. Aujourd'hui, on ouvre à la concurrence une ligne qui était fermée, qui était Contrexéville, Vittel, Nancy. On va voir si le modèle économique tient. En tout cas, l'appel d'offres a été lancé. Il y a un certain nombre d'entreprises, de groupements d'entreprises qui sont intéressés. C'est plutôt passionnant comme dossier parce que c'est la première fois qu'on revoit une ligne qui a été fermée en 2016 de mémoire. Oui, je ne dis pas de bêtises. Et donc, il faudrait. C'est plutôt intéressant pour le secteur Vosgien. Ensuite, on va rouvrir Épinal-Saint-Dié, Piémont-des-Vosges, Strasbourg, qui est une ligne assez symbolique parce qu'elle unit les Vosges et l'Alsace et que je crois qu'elle peut offrir bon nombre de services, qui redescend d'ailleurs par Célestat aussi pour une partie d'entre elles. Donc oui, il y a des lignes qui vont rouvrir, mais surtout on maintient, on réhabilite et on permet à des lignes qui potentiellement devaient fermer bien de vivre. C'est ça qui est essentiel. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir à l'échelle 2030 50% de trains en plus, avec une tarification beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et moins chère. Okay. On a une question sur la sécurité pour les jeunes. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la sécurité des jeunes, que ce soit dans leur vie étudiante ou en dehors? Je pense qu'il faut qu'on continue notre intention d'aménager ou de développer la vidéosurveillance dans les lycées. C'est notre compétence. De le faire dans les gares, c'est notre compétence. De mettre aussi dans nos trains express régionaux
les forces de l'ordre. C'est là aussi notre compétence. Tout cela est engagé et potentiellement faisable assez rapidement. Et on a pris une option aussi claire, c'est de venir en soutien aux maires qui souhaiteraient développer de la vidéosurveillance chez eux, dans leur village. Et c'est souvent là aussi des sujets de ruralité. On se rend compte que des phénomènes qui existaient en ville pour ne plus être dérangés, parce que les villes ont réussi à aménager tout cela, se déplacent vers la ruralité. Et les maires en réalité ont souvent des difficultés avec des gens qui viennent de la ville. Donc soit effectivement d'aménager de la vidéosurveillance, soit de mettre en place de la police, des polices municipales, donc une aide à l'investissement pour les maires qui souhaiteraient le faire. Et ça répond, je crois, directement à ce souci à la fois de protection, à ce souci d'accompagnement et surtout on pense aussi dans notre réflexion, surtout sur les TER, aux femmes et aux femmes seules à certaines heures. Ça nécessite peut-être un accompagnement aussi particulier, des mesures de sécurité particulières et de la présence humaine sur nos quais. Je crois que c'est vers les parkings, vers l'aménagement de lumière, voilà, l'éclairage, la présence effectivement d'une vidéosurveillance pour rassurer, pour accompagner, pour être là. C'est pas forcément notre compétence directe, mais ça devient le souci quand même aujourd'hui prioritaire et principal des habitants et de nos électeurs, donc ça devient notre souci. Ensuite, on a une question d'Atissar concernant les langues régionales. Est-ce que tu penses qu'elles intéressent les jeunes? Si c'est les Atissar que je connais, et je vais... Bien sûr que... Comment ça ne pourrait pas intéresser les jeunes? Moi, je fais partie de ceux qui regardent de ne pas suffisamment parler l'alsacien, par exemple. J'entends, je comprends l'alsacien. Mes parents parlaient alsacien pour éviter qu'on ne les comprenne entre eux, jusqu'au jour où on l'a compris. Donc ils étaient... Bon, voilà, mais ils n'ont pas suffisamment pratiqué avec nous. Et moi, aujourd'hui, je regrette de ne pas pratiquer l'alsacien. Alors je le connais un peu à travers le langage médical, à travers ces éléments, des expressions simples, mais je n'ai pas la fluidité de la langue. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, avoir la fierté de son territoire, dans sa culture, dans sa musique, dans sa cuisine, dans son paysage, c'est indissociable, quand elle existe, d'essayer de pratiquer une langue régionale. Et donc la décision qui a été prise, c'est vrai, par le Conseil constitutionnel est un peu regrettable, puisqu'elle ne permet pas, à cause de l'article 2 de la Constitution, d'avoir surtout ce qu'on appelle les écoles immersives. Moi je le regrette parce que dans certaines régions, ça fonctionne particulièrement bien. Mais oui, ça intéresse les jeunes. Je pense que ça intéresse les jeunes si, là aussi, on donne un peu, on dépoussière tout cela, et on donne à nos langues régionales un souci de modernité, de présence dans l'espace public. Quand on va dans le Pays Basque, ça me frappe particulièrement, vous avez tous les panneaux qui sont en double langue. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça chez nous? Je trouve ça plutôt intéressant. Avoir cette imprégnation dans l'espace public de notre culture et de nos différentes langues, moi ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi pas? Alors on va prendre une dernière question de Léo. Est-ce que les collectivités locales doivent avoir plus de pouvoir? Quel est votre avis sur la décentralisation? Je ne pense pas que la décentralisation depuis Paris se fasse de manière efficace. Il y a trop de freins. On n'a jamais autant recentralisé depuis Pompidou que depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir. Tout revient à Paris, tout se reconcentre. Il y a une sorte de rigidité, de frein, enfin, c'est terrible. Donc plutôt que de dire on veut de la décentralisation, moi je suis plutôt d'avis de dire qu'est-ce qu'on peut proposer. Essayons de trouver des solutions entre collectivités, localement, avec l'État, parce que l'État en région, parce que travailler avec un préfet, c'est quelque chose d'intéressant, ça produit des choses, parce qu'ils ont le sens du territoire, parce qu'ils connaissent particulièrement leurs interlocuteurs. Donc essayons de trouver des solutions localement. Et quand on est d'accord, c'est des projets souvent qui sont extraordinaires et qu'on est en capacité d'aller négocier avec un gouvernement. Donc il faut plutôt que d'attendre une décentralisation descendante qui vienne de Paris,
ayons l'intelligence de trouver les solutions locales et d'aller les proposer à Paris en disant, là, on pourrait expérimenter quelque chose, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. Je vais vous prendre un exemple tout bête qu'on vit en ce moment. Le Premier ministre, dans le cadre du plan de relance, a décidé avec chaque intercommunalité que l'État allait signer. Eh bien, nous, on avait un peu un coup d'avance parce qu'on avait déjà négocié avec la ministre en charge de l'aménagement du territoire une chose différente, c'est-à-dire que nous avions notre plan de relance signé avec l'État et que dans ce cadre-là, plutôt que de signer entre l'État et l'intercommunalité, on a demandé si on pouvait signer État, intercommunalité, région, département. Et la réponse a été oui. Oui, c'est parce que c'est plus efficace, c'est plus cohérent. Et pour le maire ou le président de l'intercommunalité, eh bien il a, c'est comme dans ce magasin, c'est-à-dire il y a une vitrine unique et sur toutes les étagères il y a des produits différents. Et on prend ce que l'on aime, ce dont on a besoin pour qu'un projet puisse se réaliser. Ben, c'est un peu la même chose. Il y a les étagères de la région, les étagères du département, les étagères de l'État, et le maire qui a son projet pendant son mandat, eh bien, vient choisir ce dont il a besoin et repart avec. Ça, c'est de l'intelligence collective, commune, et c'est comme ça qu'on arrive, à mon avis, à une décentralisation. Alors, on peut le faire sur les mobilités, on peut le faire sur le développement durable, on peut le faire sur les économies d'énergie dans les bâtiments. Il y a plein de sujets comme ça, où on peut proposer des solutions à l'État, mais encore une fois, ce que l'on fera dans le Grand Est, on le fera peut-être pas forcément en Nouvelle-Aquitaine. Et ça, il faut qu'il y ait une transformation un peu de l'état d'esprit à Paris. De même que dans notre région, on a une particularité, on l'a abordé avec la question sur l'Allemagne, on sait ce territoire transfrontalier. Et Paris a beaucoup de difficultés à considérer le fait transfrontalier comme quelque chose qui permet de progresser, pas comme un frein. Nous, on est un peu les marins de la Terre au cœur de l'Europe, et on pénètre le continent européen, ça doit être une chance pour la France. Sauf il faut passer par les gens qui savent, qui connaissent, qui sont au contact de cet espace européen de coopération du quotidien que l'on connaît, qui est magnifique, qui est extraordinaire. Et vu de Paris, c'est très compliqué. Vu de notre côté, c'est très simple. Question d'habitude. Exactement. Donc voilà, c'en est fini pour ce Facebook Live des jeunes avec Rotner. Déjà, on souhaite remercier grandement Mireille Oster pour son accueil dans cette si jolie boutique et si chaleureuse, etc. C'est vraiment un honneur pour nous. Merci à toi, Jean Rotner. C'est un honneur pour moi. Elle est merveilleuse, regardez, c'est fabuleux, c'est génial. Mais je dis quand même que c'est grâce aux institutions. Parce que sans l'office de tourisme, ici, je peux vous dire que c'est mort. Eh ben voilà. Mais c'est surtout grâce à vous, parce que vous avez des produits merveilleux. Non. Ils sont vraiment très jolis. Il y a beaucoup d'aide. Merci Irène, merci Manon, merci à toi Jean Rotner pour le moment d'échange. On espère que ça a plu à un maximum de jeunes. Donc on vous invite tous à aller voter les 20 et 27 juin, à vous intéresser à ces élections, aux compétences de la région, etc. Et si vous n'êtes pas disponible à l'une des deux dates ou à deux dates, n'hésitez pas à aller sur www.jevoterotner avec 2t.fr, il me semble, pour faire une procuration. Voilà, merci à tous.